Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% D1 des équipes de The Playoff. Oui, parce que là, on va parler de la D1, non pas la D1 Elite, hein, vous savez, j'ai bien dit la D1, sinon je vais me faire tirer les oreilles. La D1, donc, avec cette troisième journée qui s'est déroulée pendant tout ce week-end. On va revenir sur les 6 matchs qui se sont déroulés entre samedi et dimanche pour être avec moi comme d'habitude. Julien, salut mon Jules, comment ça va? Salut tout le monde. Voilà. Alors, on va avoir peut-être un invité. On vous cache rien. Vous êtes comme d'habitude. Vous êtes à la maison. On a Leonardo Fer, le linebacker de Toulouse, qui voulait nous faire l'honneur et le plaisir d'être avec nous ce soir. Sauf que il y a des petits problèmes de connexion. Alors, vous connaissez dans Tailgate, ça arrive. Hein, ça nous est arrivé en ELF. Bon, bah là, ça arrive en D1. Alors, aux dernières nouvelles, il m'a dit qu'il allait demander à avoir un PC. Donc peut-être que ça va se régler. Nous allons voir ça dans les prochaines minutes. Mais en tout cas, sachez qu'on avait prévu d'avoir un joueur des Ours de Toulouse. Alors du coup, on va peut-être changer un petit peu le programme. S'il apparaît, on pourra discuter avec lui. On pourra discuter avec lui. Sinon, on va changer un petit peu le programme. Mais tu nous avais proposé de nous parler des QB Jules. Du coup, on va peut-être commencer par ça tant que Leonardo est pas encore avec nous. Les QB de la conférence Sud que tu voulais présenter à notre public qui ne les connaît peut-être pas. Ouais, je commence par la présentation des QB de la conférence Sud et puis on fera les QB de la conférence Nord ensuite. Donc on va commencer par les Argonautes d'Aix-en-Provence. Le quarterback, c'est un Américain, c'est Jason Gaines, le numéro 7. Il a 30 ans. Lui, il a déjà joué en D1 auparavant pour les Argos. Alors, j'ai plus l'année exacte de quand il était déjà aux Argos. Récemment, en fait, il avait joué en D2 en 2022 pour les Pionniers de Touraine. Et l'année dernière, en 2024, il a joué en GFL 2 pour les Albertshausen Crusaders. Et voilà pour Jason Gaines. Donc, c'est un peu le vétéran de la D1 parce que c'est le QB le plus âgé. Hein. Tous les autres ont moins de 30 ans. Il y a pas mal de rookies aussi, justement. Chez les Blue Stars de Marseille, on a Brandon Gwinner qui est arrivé cette année, le numéro 12. Lui, il a 27 ans. Il a passé 4 saisons avec les Mustangs de Mauriceville en Caroline du Nord en Division 3. Il a joué 28 matchs en 4 saisons. Il a lancé pour 4240 yards, 34 touchdowns, 17 interceptions. Et il a des bonnes jambes parce qu'il a été aussi chercher 1000 yards au sol avec 13 touchdowns au sol. Et récemment, il a joué 3 ans en Finlande chez les Porvoo Butchers. Donc Marseille est allé chercher quelqu'un qui avait envie de se réchauffer parce que bon, passer de la Finlande à Marseille, c'est un climat différent. La Finlande fait un très bon championnat d'ailleurs, soit dit en passant. Ouais, franchement, oui, d'année en année, on voit vraiment que les joueurs qui évoluent en Finlande, ils commencent à atterrir dans beaucoup de ligues, que ce soit après en Autriche, en ELF, en France. Ouais, c'est assez intéressant comme championnat. Alors, on salue Leonardo tant qu'il est avec nous pour prouver aux gens qu'il était bien là. Déjà. Nous entend Leonardo. Salut les gars, je vous entends. Voilà. Salut. On va y arriver. Vous êtes témoin. Il était prévu d'être là. S'il se déconnecte, vous êtes tout le monde à Toulouse sera témoin que t'avais pas menti et t'étais avec nous dans l'émission. Tu vois. C'est bien, c'est bien. Comment ça va? Très bien, très bien. Et vous les gars, vous allez bien? Ça va très bien. Alors, du coup, on va parler des ours tant que Leonardo est là. Je te coupe dans ta présentation des on continuera après. On continuera juste après. Leonardo, juste un petit mot sur le début de saison de Toulouse. 2 matchs, 2 victoires. On va dire que ça ne pouvait pas mieux commencer. Pour l'instant, je pense que tout le monde est un peu agréablement surpris. Je pense surtout les médias qui n'ont pas trop suivi le processus. Je te confirme qu'on est un peu surpris, je te le cache pas. Mais bien, on est content pour vous. Il n'y a aucune animosité. Non, mais écoute, nous, on le prend pas comme ça. Mais en tout cas, nous, on est content. On gagne 2 matchs. On ne les gagne pas de beaucoup. Et on a conscience. On a combiné de 8 points. On a gagné ces 2 matchs. Et on sait qu'on peut beaucoup mieux jouer. Mais en tout cas, on est parti sur une bonne lancée. Et par contre, là, il s'agit de garder ce rythme pour qu'on puisse enchaîner sur le reste de la saison.
On va parler juste après de la journée prochaine, mais déjà on va revenir sur ce qui s'est passé samedi parce que c'est quand même un petit exploit. Les Ours de Toulouse ont battu les Blue Stars de Marseille. Alors c'était pas forcément prévu effectivement chez nous dans les médias, on s'était pas dit tiens les Ours vont battre les Blue Stars. Est-ce que vous, avant de rentrer sur la pelouse, vous vous êtes dit il y a vraiment un coup à jouer? On savait que les Blue Stars avaient fait un match nul au pré-match. Vous avez eu du temps pour le préparer à cause des reports qu'il y a eu pour la deuxième journée. Est-ce que vous vous êtes dit, il y a vraiment un coup à faire? Ah, Leonardo est reparti, il va revenir et il répondra à notre question après. Tiens, d'ailleurs, avant qu'il revienne, c'est quoi toi son sentiment sur ce match, Jules? Ça a été vraiment une grosse surprise, quoi. Ouais, surprise, non, mais justement, les Ours qui font un bon début de saison, et Marseille aussi qui fait quelques erreurs qui leur coûtent la victoire dans ce match. Déjà, sur le premier drive de Marseille, t'as le snap qui se termine mal pour eux sur le punt, et c'est récupéré, et Toulouse va mettre le touchdown. Derrière, après, tu vas avoir, je crois que c'est sur le deuxième drive de Marseille, t'as la première interception des Ours de Dorian Claude. Et en deuxième mi-temps, je crois qu'il y aura encore une autre interception, c'est celle de Kenzie Hakan. Donc déjà, il y a beaucoup de turnover du côté de Marseille dans ce match. Et puis, il y a en fin de match la 4e et 2 que les Blue Stars ils forcent. Le stop incroyable sur les 30 yards. On passe les 2 minutes warning et ils forcent un peu la 4e et 2 alors qu'ils auraient peut-être pu jouer un punt profond et tout, faire tourner le chrono, ils avaient leur time-out. Donc voilà, il y a tous les turnovers de Marseille, un peu la mauvaise gestion en fin de match alors qu'ils avaient le lead. Et non, bonne surprise de la défense des Ours pendant tout le match qui fait des gros stops. Justement, on a un défenseur des Ours. Nous raconter. Voilà, raconte-nous, c'est la défense qui a gagné ce match? Bon, c'est un effort continu et l'attaque fait son travail au début, au tout premier drive. Ils mettent un touchdown sous 45 secondes. C'était un début. On a senti le momentum. Il allait dans notre sens au tout début du match. On a commencé 9-0. Donc l'attaque a fait sa partie, mais bien sûr que la défense a joué son rôle. Juste avant que j'ai été coupé par le réseau, j'ai quand même entendu la question, est-ce qu'on s'attendait à gagner ce match? En tout cas, oui. Et en tout cas, on s'est préparé pour. Ça fait longtemps que Marseille il domine le Sud et surtout il dominait les rencontres contre nous. Mais déjà l'année dernière, on a eu des scores assez serrés contre eux. Et du coup, comme tu l'as dit, le report contre Cannes nous a permis d'avoir deux grandes semaines pour se préparer pour ce match. Et oui, il y a eu un gros effort défensif qui nous a permis de rester dans le match jusqu'à la On l'a perdu, mais il va revenir, hein, vous en faites pas. Hein, voilà. On va faire le jeu. C'est la défense met un stop défensif à sa connexion. Il y a quelqu'un à Toulouse qui s'amuse à débrancher le câble. Non, mais c'est intéressant, comme ils disent, vu que la conférence Sud, là, ils ont eu un peu plus de temps de repos à cause du fait du report de la week 2. C'est vrai que aussi, ça a laissé peut-être un peu plus de temps pour préparer une affiche comme ça, quoi. Non, clairement. Leonardo, il y a quand même eu une petite trentaine de secondes, une petite minute de flottement où Marseille a mis ses 14 points d'un coup sur un drive offensif, puis sur une récupération de balle juste après. On est passé de 9-0 à 14-9. Est-ce qu'à ce moment-là, on s'est pas dit du côté de Toulouse, va falloir vite remettre les choses en place pour éviter que ça tourne contre nous? Ah oui, tout à fait. C'était un gros shift de momentum dans le match. Et on s'est dit qu'il fallait mettre des points rapidement pour accrocher. Mais bon, en tout cas, le quatrième quart-temps, on a eu ce gros stop défensif qui nous a permis de passer de peu, mais de passer. Et il y a vraiment un Julien l'a expliqué, mais c'est vrai que on a ce choix des Marseillais qui veulent tuer le match, hein, parce que s'ils ont la première tentative derrière, ils peuvent faire tourner le chrono. Ils décident d'y aller en quatrième tentative. Dans leur moitié de terrain, on doit être aux alentours des 30 yards de leur but. 4-2 sur leur 30 yards, je crois. Voilà, sur leur 30. Et là, il y a un très très gros effort. Raconte-nous un peu cette action, Leonardo, qui a changé le match. Enfin, il va nous la raconter juste après cette nouvelle interruption. Il reviendra, il nous racontera ce 4e et 2. Et justement, donc jusqu'à fin 3e quart-temps, les Ours mènent 9-0. Et c'est vrai que là, sur la dernière minute du 3e quart-temps, il y a le touchdown de l'attaque des Blue Stars. Et il y a le pick six de Adrien Linda,
L'ancien quarterback. Non, le pick six. Si. Je sais plus s'il fait un touchdown offensif ou un pick six. Justement, j'ai eu un doute. Mais juste pour le moment, je voulais parler d'Adrien Lindos, qui était le quarterback l'année dernière, et cette année, qui joue receveur à DB et qui fait quand même des bonnes choses sur double plateau. Je disais Leonardo, raconte-nous cette 4e et 2. Eh ben écoute, cette 4e et 2, faut le dire, autant je pense que eux ils sont partis sur l'intention de nous faire sauter offside. Et en tout cas, c'est ce que nous on s'attendait. Donc c'est une surprise, mais écoute, on a su répondre sur l'occasion et récupérer le ballon, mais je vais pas te mentir, c'était une surprise sur le moment. et on est très content d'avoir récupéré ce ballon. Mais bon, en tout cas, gros moment dans le match. Avant de te laisser libre, parce que bon, la connexion est un petit peu compliquée, juste vous avez un autre match très gros match qui arrive là, dans la semaine qui vient, samedi. Alors je vais poser ma question tout de suite et puis il va y répondre juste après. C'est un match contre les Grizzlies catalans, si je dis pas de bêtises, 22, ouais. Qui arrive là dans 3-4 jours. C'est pour ça que c'était un peu compliqué d'avoir quelqu'un des Ours. On tenait à avoir quelqu'un des Ours. Ouais. C'était un peu compliqué parce qu'ils sont en train de préparer le match en même temps. Et donc, Leonardo, je disais, un gros match qui vous attend samedi contre les Grizzlies. Ouais, je fais au plus vite avant que ça recoupe. Mais gros match, grosse rivalité ici, surtout en Occitanie, c'est le derby un peu occitan, le derby des Ours. Écoute, on se prépare à fond. Ça fait quelques jours déjà qu'on est à fond dedans. Et j'espère que ça va être une très belle rencontre, même à regarder, je pense. Oui. Ils ont des armes offensives incroyables. Ouais, le running back là, Callum Davidson, qui a un gros match là contre l'Iron Mask, quelque chose. Ouais, ça va être très intéressant. Juste avant que ça recoupe, Leonardo, un petit mot pour dire aux gens de venir vous supporter à Toulouse. Explique-nous un petit peu comment ça se passe, où on vous trouve, etc., etc. Ben écoutez, nous on est au 44 rue Louis Plana, c'est le stade des Argoulets. Ça, sur Maps, ça se trouve super facile. On est là tous les samedis à 19h. C'est tout le temps la même heure, c'est tout le temps au même endroit. Et ça se passe super. Voilà. Je pense qu'il va revenir finir sa phrase. Non, on le laissera venir peut-être nous en dire au revoir, mais c'est vrai que ouais, justement, ils vont avoir un gros match à préparer contre les Grizzlies là, qui sont passés de peu. Enfin, ils ont perdu de 1 point contre l'Iron Mask, qui ont fait une grosse perf, mais n'empêche que les Grizzlies ont fait une belle performance aussi offensivement. Alors nous disions donc, allez au stade des Argoulets, c'est ça que tu voulais dire, Leonardo. Stade des Argoulets, venez, c'est le feu. Il y a à manger, il y a à boire, il y a du bruit, il y a du foot. S'il y a à manger, il y aura Wake. Ah oui, qui viendra. Oui. Bah, écoute, qu'ils viennent. Mais je suis désolé les gars, la connexion n'est pas le top. Il n'y a aucun souci. C'est déjà très gentil d'être passé, merci, nous voir. merci un grand merci Leonardo et bon courage à Toulouse pour la suite de la saison. Merci les gars, on retentera ça une semaine, la semaine prochaine si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Salut. Allez, à plus. Salut Leonardo. Ouais. Voilà, donc une très belle performance, on l'a dit, juste des Ours. Tant qu'on en a parlé des Ours, parle-nous du QB des Ours peut-être. Oui, je continue ma présentation des QB de la conférence Sud. Donc après les Argos et les Blue Stars, on va passer aux Ours. Le QB des Ours, c'est un Américain, c'est Bryden Howell, le numéro 10, Américain de 24 ans. Qui a joué 2 saisons en NAIA. Alors, ceux qui connaissent le college football, vous connaissez la NCAA. Et il y a aussi la NAIA, qui est le truc comme la NCAA, mais en dessous pour gérer un peu les plus petites universités. Je crois qu'en NCAA, on parle de 1000 universités, et en NAIA, c'est genre 200. Donc, plus petite division, quoi. Il a joué 2 ans pour les Mount Builders de Southwestern College. En 2023 et en 2024, 17 matchs, 4 milliards, 43 touchdowns, 15 interceptions, plus donc un pocket, style pocket passeur que coureur au sol, parce qu'au sol il a mis que 150 yards et 8 touchdowns. Donc il y a un peu, déjà rien que dans la conférence Sud, hein, vous voyez, on a autant des vétérans que des Américains qui débarquent fraîchement en Europe. Là, tiens, après je peux enchaîner avec les Dauphins. Chez les Dauphins, ils ont changé d'ailleurs les Dauphins de quarterback. C'était Sullivan Silvero l'an dernier. Ouais.
Ah oui, justement, j'avais noté un peu aussi justement les noms des backups quand même parce qu'en fait, pour le coup, c'est vrai qu'on a 7 QB américains dans la ligue, un Canadien, un Britannique et 3 Français, mais la plupart des QB, en fait, même tous les QB sont français. Des Donc, backups. je peux les backups QB, pardon, ils sont français. Donc, je les reciterai après pour toutes les équipes. Donc, du côté des Dauphins de Nice, on a Kenny Freeman, le numéro 8, un Américain de 23 ans. Il a joué 2 ans en NCAA non, il a volé en NCAA D2, pardon, de 2019 à 2022 à Seton Hill University en Pennsylvanie et en 2023 à Warner University en Floride. J'ai pas ses stats à lui, mais en 2024, il avait joué dans le championnat suisse chez les Grizzlies de Berne. Donc voilà, ils sont allés chercher aussi le championnat suisse, qui est un peu comme justement on parlait de la Finlande, qui a aussi un petit championnat qui se développe et pas mal de joueurs de Suisse qui arrivent de plus en plus d'équipes ELF ou de championnat national. Avec les Mercenaries, oui, c'est vrai que ça aide Ouais. aussi au développement. Ou un peu, ouais, complètement, ouais. Et le backup, ouais, justement, qui est toujours, pour le coup, Sullivan Silverio qui joue au receveur. Oui, qui joue receveur aussi. Oui. Chez les Grizzlies catalans, on a un Américain et je crois qu'il me semble que c'est le plus jeune, celui-là de la ligue, parce que c'est Alexander Fromberg, le numéro 15 qui a 22 ans. Il vient de faire 4 ans en NCAA en Division 3 chez les Spartans de Case Western Reserve University à Cleveland dans l'Ohio. Il a joué surtout en tant que starter en 2023 et en 2024. Il a joué 32 matchs, il a lancé pour 4716 yards, 47 touchdowns, 15 interceptions et grosse production au sol avec 645 rushing yards et 10 touchdowns au sol. Et donc là, il vient débuter sa carrière un peu, on va dire, semi-pro, enfin pour ce qui est professionnellement la D1 en France, mais toujours intéressant aussi de voir que justement des Américains fraîchement sortis même de Détroit en NCAA viennent tenter leur chance en France, puis jouer, avoir des films et pourquoi pas après accéder à d'autres championnats. Les Ironmans de Cannes, où on commence justement à avoir un peu autre chose que des Américains. Là, on a Olivier Roy. C'est un Québécois. Canadien québécois de 26 ans qui justement aussi qui est un bon quarterback, un très bon passeur là, qui a fait un très bon début de saison là chez Iron Mask et là justement dans le match contre les Grizzlies qui a fait vraiment très très bien distribué le ballon. Il a joué 5 saisons chez les Concordia Stingers de 2019 à 2024, mais c'est surtout à partir de 2021 qu'il commence à jouer parce qu'en 2019 il est backup et en 2020 c'est un peu comme partout avec le Covid c'est annulé. Et il a été élu MVP en 2021 et il détient un record pour l'équivalent NCAA au Canada où il a joué un match où il a lancé pour plus de 580 yards et 4 touchdowns. Et je crois que sur ces 5 sur le temps de jeu qu'il a passé là-bas, il a lancé pour plus de 8 milliards. J'ai eu un peu du mal à trouver les stats complètes sur les championnats canadiens. Donc voilà pour les QB de la conférence Sud. Donc juste pour reciter aussi les backups de tout le monde. Donc justement chez les Iron Mask derrière Olivier Roy en backup, on va avoir Joachim Torelli qui joue aussi en receveur. Chez les Ours, on va avoir Nicolas Diaz. Chez les Dauphins, Denis, j'avais dit c'est Steven Silverio. Chez Marseille, pardon, j'ai oublié de le noter. Je sais pas si tu l'as. Non, je ne l'ai pas là, mais je peux te le retrouver. Brandon Gwinner. Parce que justement, je sais, par rapport au fait qu'en plus, bien c'est Brandon Gwinner, c'est plus Adrien Linda, je ne sais pas qui joue justement backup QB chez Marseille. Et chez les Argonautes, derrière Jason Gaines, c'est Abdallah Roton. Très bien. Je vais te retrouver le backup de Marseille dans. Ouais, au pire, je peux le chercher avant qu'on fasse la présentation de la conférence Nord. Dans quelques instants, on va parler quand même des autres matchs qui se sont déroulés, des 2 autres matchs de cette conférence Sud. Alors, on a donc cette grosse victoire de Toulouse, vraiment, et c'est encore une fois sans aucun manque de respect envers les Ours, mais qui est quand même surprenante compte tenu de la domination marseillaise. Ce qui est peut-être encore plus surprenant, c'est que Marseille n'a toujours pas de victoire après les 2 premières journées. Nul et défaite. Alors bon, on va pas forcément être particulièrement inquiet pour Marseille à ce stade de la compétition. Il y a que 2 matchs sur les 10 qui sont joués, mais c'est vrai que c'est sans doute pas le début de saison qu'attendaient les Blue Stars. On a eu encore un match complètement dingue avec les Argonautes. C'est déjà le 2e en 2 matchs. Ouais, complètement. Déjà contre Toulouse, ça avait été un peu foufou. Et là, ils ont remis le couvert, nos amis d'Aix-en-Provence, avec une victoire contre Nice 32-35. Et des Argonautes qui, encore une fois, ont commencé très bien le match. La dernière fois, ils nous avaient fait un return sur le coup d'envoi. Et là, cette fois, c'est sur la première action offensive où il y a un touchdown de 70 yards. Offensivement, ça tourne quand même plutôt bien pour les Argos.
Ça a bien tourné offensivement côté des Argos et les Dauphins aussi ont réussi à recoller un peu justement à suivre ce rythme. Mais de mémoire, c'est un match, il y a beaucoup d'interceptions. Et surtout beaucoup de safety Il aussi. y a beaucoup de safety. Alors justement, ouais, parce que quand on regarde le score, donc 35-32 pour les Argos, mais les Argos marquent 3 safety. Enfin, avec les erreurs des Dauphins justement qui perdent le ballon plusieurs fois dans leur propre end zone. Donc il y a quand même ce qu'il faut en écart de points pour en fait aller chercher la victoire pour les Dauphins s'il n'y a pas tous ces safety. Donc c'est quand même, à mon avis là, peut-être que les Dauphins, ça va avoir coûté cher d'avoir pris autant de safety. Puis ben, il va falloir peut-être voir un peu comment éviter que ça se reproduise parce que là 3 safety en un match, c'est rarement vu des séquences comme ça. Et ça coûte cher sur le bilan final du match. Et de mémoire, ils en prennent même 2 coup sur coup. Je crois. C'est en fin de première mi-temps ou en fin de troisième quart, j'ai plus exactement le déroulé, mais ils en prennent 2 à la suite, quoi. Et c'est vrai que c'est pour une équipe qui est pas forcément en confiance parce qu'ils avaient perdu leur premier match contre les Iron Mask. Forcément, en plus, quand l'attaque parvient à avancer, mais que tu as ces problèmes de safety dès que tu es proche de ta end zone, c'est quand même assez Et il y a un moment dans le match, il y a quand même égalité dans le quatrième oui, quart-temps. ils reviennent. Il y a 26-26 dans le quatrième quart-temps. Et ils reprennent un safety. Voilà, il y a aussi le fait il y a un moment, on offre 6 points sur des erreurs. Donc, ça aurait ils auraient pu garder quasiment aussi le lead pendant tout le match, les Dauphins. Ah oui, ça, très clairement. Les Dauphins, alors on donnera le planning à la fin de l'émission, et je crois qu'ils jouent contre Marseille cette semaine. Si je dis pas de bêtises. Je l'ai en papier. Je vais retrouver sinon le planning. Ouais, contre Marseille. C'est contre samedi, Marseille. Un match de 20h, je crois. Oui. Donc ça va être assez difficile pour les Dauphins parce que là les Marseillais vont arriver avec l'envie de pas faire un troisième match consécutif sans victoire. Deux équipes qui vont envie de de la façon il y aura on espère un gagnant et pas un match nul parce que l'année dernière on a bien vu que les matchs nuls ça peut... en D1 Elite il y en a quelques en D1 pardon Guillaume, j'ai dit D1 Elite. En D1 il y en a quelques on va couper au montage. Non, en espérant que une des équipes prenne une victoire parce que là Marseille c'est pas loin de la prendre la victoire, donc les Dauphins mais bon voilà, les Dauphins ont une marge de progression, il y a eu des choses intéressantes, mais si Marseille aussi, tu vois, je voyais qu'il y avait quelques jeux de passe sur Pedro Rosa qui n'étaient pas aussi bons que ce qu'on a pu voir l'année dernière, mais encore une fois, c'est le début de saison, ils viennent d'avoir 2 semaines de pause, je doute pas que Pedro Rosa il va catcher beaucoup de ballons, tu vois. Donc il y a un moment, même leur jeu au sol, il va s'améliorer, donc ça pourrait faire mal de se retrouver à 0-3 comme les Cougars en Conférence Nord, tu vois. Enfin, bon. Ça c'est certain. On parle un petit peu aussi de ce match complètement dingue. Dimanche, c'était entre les Iron Mask de Cannes et les Grizzlies catalans. Alors ça a été un peu long à démarrer, un peu de points dans le premier quart-temps, mais une fois que c'était parti, avec un vrai show et un vrai duel entre Callum Davidson d'un côté et Yanis Paulin de l'autre. Ça a été vraiment un jeu de course très très intéressant à suivre. Est-ce que tu as les stats de Yanis Paulin? Je pense qu'il doit être à plus de 100 yards, mais c'est quoi? Il a 3 touchdowns? Il est à 3 touchdowns, ça c'est sûr. J'ai pas les stats de Yanis. Pas le yardage, mais bon, vu les courses, ça doit être des touchdowns à chaque fois de 40-50 yards, donc le Yanis Paulin de l'année dernière, quoi. Franchement, Yanis Paulin, il est entre 150 et 200, je pense. Ouais, c'est énorme match de Yanis Paulin, mais c'est un joueur qui a les capacités, à mon avis, d'aller en ELF, un peu comme un Nicolas Candard qui jouait chez les Black Bay, qui a fini au Stuttgart Surge et qui là, a priori, va venir jouer à Paris cette année. Si quelqu'un nous entend du côté des Mousquetaires de Paris, par exemple. Ouais, non, voilà, Yanis Paulin, à mon avis, vous pourrait intéresser Paris. Mais c'est vrai que si vous voulez voir en plus là un match où les running backs font la fête, c'est ce match-là parce que d'un côté il y avait Yanis Paulin et il y avait aussi le bon boulot de Phileas Pasqualini en fullback chez Darren Mask qui pareil a joué en EF et puis de l'autre côté on a Callum Davidson qui est incroyable cette année, quoi. Là, chez la Nouvelle Import, il fait le café tout de suite. Hein. Celui qui s'était vu refuser un touchdown pour célébration lors de la apprenait les règles. Voilà, qui apprenait les règles, qui cette fois a continué jusqu'au fond de la end zone et qui s'est fracassé contre le mur comme ça. On lui a rien reproché, comme quoi il s'était arrêté trop tôt. Super jeu de passe justement aussi de
de Olivier Roy chez d'Olivier Elon Roy. Musk et chez les Catalans, chez les Catalans, la connexion américaine QB à receveur qui a très bien marché aussi. Sean Boswell qui a capté beaucoup de ballons, Idriss Ramki aussi, Julien Vast. Bon jeu de passe des Catalans. Ouais, c'était. Et alors, il y a eu quand même cette dernière action, parce qu'on va la souligner. On souligne souvent les actions offensives, mais il faut souligner quand les défenses fonctionnent. Les Grizzlies qui se sont retrouvés en position presque de marquer. Ils étaient à moins de 5 yards de la ligne d'en but de Cannes, et une interception de Maglia, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. J'ai pas le nom de ce qui fait l'interception. Mais enfin bon, une interception en tout cas de la défense des Iron Mask qui a du coup scellé la victoire, quoi. À 30 secondes de la fin, ouais, je crois qu'on est sur les 10 yards, ouais, j'ai sous les yeux là. Ouais, à peine. Numéro 45 des Iron Mask. Et donc voilà, c'est une interception qui est là pour le coup qui a complètement changé le cours du match. Ah oui, bah complètement. Et la Iron Mask, il confirme là d'avoir un peu step up rien que sur ce début de saison et Alors l'an de dernier, jouer ils avaient fait un excellent début de saison. Ils Ouais. avaient été excellents en début de saison. Ils s'étaient effondrés en deuxième partie d'année. Alors, Mm. il y avait eu des joueurs partis en ELF et tout aussi à ce moment-là. Visiblement, d'après les infos, je ne vais trahir personne, mais d'après les infos que j'aurais, ce serait pas pas forcément la même chose cette année. Il y aurait moins de départs. En tout cas, c'est vrai qu'il y a quand même un espèce de ces Iron Mask, ils dégagent une espèce de puissance, voilà, une espèce de tu te dis c'est quand même une équipe qui est jeune en D1 Elite, hein, ils sont pas arrivés il y a 25 ans, et c'est vraiment, oui, ils dégagent quelque chose, évidemment avec Yanis Paulin qui marche sur toutes les défenses. Et il y a encore tout en plus similaire puisqu'il y a beaucoup de sacs chez les deux équipes vont faire beaucoup de sacs, et Olivier Roy, il a quand même aussi beaucoup de jeux où il cherche pendant longtemps sa cible, alors que toi il ferait peut-être mieux de se débarrasser le ballon. Donc il y a beaucoup de trucs qui vont, je pense, se corriger dans les semaines à venir dans le jeu de passe des Iron Mask, et à partir de ce moment-là, tu te diras, tu auras une des meilleures attaques au sol de la ligue, plus un très bon jeu de passe possiblement. Alors là, avec une conférence sud qui est assez ouverte et où tout pourra arriver là, donc ça va être très intéressant à suivre chez Iron Mask. Voilà, les hommes d'Arnaud Vidalaire, l'ancien coach des Paris Musketeers. Mais je confirme que c'est bien notre ami Maglia qui a fait l'interception après avoir vérifié sur les images. On parlait tout à l'heure du backup chez les Marseillais, je reviens là-dessus. C'est Peter Seguir, le quarterback backup des Blue Stars de Marseille, si je ne dis pas de bêtises. Et sinon, vous nous corrigerez en commentaire. Nous n'en porterons pas ombrage, sachez-le. On passe à la conférence Nord, mon cher Jus. Tu nous présentes rapidement les QB. Les QB. Allez, c'est parti. On commence par les Black Panthers de Thonon-les-Bains, les champions en titre. Donc là, cette année, on a le retour en fait de leur QB de l'année dernière et de 2023, José Tabora Jr. Il y a 2 ans, oui, surtout. Un Américain de 26 ans, qui a joué 5 ans en college football chez les Colonels de Wilkes University. En 2021, il avait signé en Allemagne dans le championnat régional chez les Pforzheim Wild Dogs, et c'est une équipe, de ce que j'ai compris, qu'il a aidé à monter en JFL 2. Donc toujours pas mal, hein, aussi un très gros championnat, la JFL. Justement, on a beaucoup d'équipes qui ont des beaux parcours de régional à JFL 2 puis JFL 1, et beaucoup de ces joueurs après qu'on a vu en ELF. En 2022, justement, avec cette équipe-là, José Tabora Jr., il lance pour 3150 yards, 44 touchdowns, et il me semble qu'il ne perd aucun match. Il a 10 victoires la première année, 12-0 la deuxième année. Donc déjà en 2023, les Black Panthers signent un QB qui est sur de 2 bonnes saisons en Allemagne. Et donc, arrivé en 2023 chez Black Panthers, ils vont gagner le titre contre les Blue Stars de Marseille 35-18. Cette année-là, ils lancent 2182 yards, 20 touchdowns, 5 interceptions. Et au début de la saison 2024, il s'est blessé. Et donc, je crois que de mémoire, il n'avait même pas joué un match, parce que dès le premier match, c'était Carrie Lane qui l'avait remplacé. Donc là, en 2024, ils ont gagné à nouveau le championnat avec Carrie Lane.
Du côté des Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône, on a Ashley Bailey. Alors, je sais pas, Julien, c'est le numéro 5, hein, je le précise si vous le cherchez. Et son backup, alors justement, je voulais revenir un truc sur les Black Panthers, parce que justement, je parlais que je vous présente aussi les backups. Pourquoi? On a vu un peu justement pas mal de backups lancer des ballons cette semaine. Et les Black Panthers ont gagné 56-0. Ils ont donné du temps de jeu dans le 4e quart-temps. Leur backup, Charlie Lee Suprick, qui est un ancien du Flash et qui a fait des bonnes choses à la fin du match. On en reparlera. Du côté des Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône, on a le numéro 1, Ashley Bailey, qui est un Britannique de 27 ans. Alors lui, il a voyagé partout en Europe. Alors dans l'ordre chronologique, ces équipes, alors je vais reciter quelques années après, mais en fait, il a joué en Tchéquie, chez les Priram Bobcats. Il a joué au Portugal, chez les Algarve Sharks. Il est retourné en Tchéquie, joué chez les Radek Kralov Dragons. Après, en Tchéquie, chez les Prague Lions, version championnat ELF, national en 2019. Mais qui est déjà justement à l'époque aussi une très bonne équipe en Tchéquie. Après, il va en Allemagne en JFL, chez les Algo Comets. Après, en 2023, il arrive en Italie chez les Milano Rhino, qui est aussi une bonne équipe du championnat italien. Et l'année dernière, il est en Australie chez les Croydon Rangers. Il joue 7 matchs, 1204 yards d'Ostojan. Le mec, il a 27 ans, il a déjà vu une bonne partie de l'Europe et du monde en Australie. L'Australie aussi, qui produit pas mal aussi de joueurs qui viennent jouer dans le championnat européen. Ça doit être sympathique quand même le passage, sans aucune offense à la région parisienne, mais entre l'Australie et Saint-Ouen-l'Aumône. Oui, non, mais j'imagine que, mais rien que d'être anglais, de partir en Tchéquie, après aller au Portugal. Il aime le soleil, hein, quand Australie, même, entre le Portugal et France, c'est incroyable. C'est vraiment, non, mais c'est super aussi de voir des cartes comme ça. Et qui a toujours été justement un peu un QB qui a eu de l'impact là où il a été. Et son backup, c'est Fabien Kroos. On passe chez les Diables Rouges de Villepinte, où là, on est sur une nouvelle équipe qui est montée en Division 1 cette année et qui a été chercher Badis Gramy. Donc là, je vous parle du premier quarterback français là dans ses présentations. Badis Gramy, il a 27 ans. L'année dernière, il était au Flash, il était en backup de Léo Cramades. Mais quand Léo Cramades se blesse vers la mi-saison, Badis Gramy, il est devenu starter. Il a mené l'équipe jusqu'en finale et tout au long de la saison 2024, il avait montré des bonnes choses. Il avait lancé quasiment pour 1 milliard avec 10 touchdowns, 3 interceptions. Donc, ils ont vraiment montré des bonnes choses. Les amis, on l'avait reçu dans le podcast. Et d'ailleurs, alors j'en profite pour dire que je spoil un peu la suite de la semaine, mais Badis Gramy sera en interview avec The Playoff en relation peut-être avec l'Afterfoot US aussi, qui sera peut-être avec nous. Donc demain, on enregistre l'interview. Elle sera disponible jeudi pour parler notamment de son retour à Géo André, puisque les Diables Rouges iront jouer au Flash ce samedi. Ah ouais, ça va être une sacrée affiche. Et donc, là, qui fait un début de saison, ma foi, intéressant. Et puis pour une équipe qui est promue en D1, au moins, ça lui permet là de jouer une saison complète. On passe au Flash de la Courneuve, justement, ceux qui ont perdu en DFA l'année dernière contre les Black Fay, mais qui font là un très bon début de saison. Donc, on a Léo Cramades qui est là depuis pas mal d'années, un Français qui a 24 ans. Il a joué pendant 2 ans au lycée aux États-Unis, à Miami, à Fort Lauderdale. Donc là aussi, ça peut être intéressant justement d'avoir aussi des QB français qui comme n'importe quel poste, pour des joueurs qui partent faire un peu du sport au States et de ramener un peu ce savoir et tout. Parce qu'on le sait, hein, que ce soit D1, ELF, c'est toujours compliqué de dire que le quarterback c'est un Français parce que souvent les Américains ont plus d'expérience, distribuent mieux et tout. Mais là, Léo Cramades, qu'on regarde, voilà, c'est ce qui se rapproche le plus un peu des talents américains qu'on peut voir. Il a encore une fois distribué très bien le ballon. Et c'est un joueur qui avait voulu avoir il a mis toutes ses chances de compter pour essayer de faire une carrière aux États-Unis parce qu'il avait voulu intégrer la NCAA. Il avait reçu pas mal d'offres pour jouer en JUCO aux États-Unis, mais pour des questions de visa, apparemment, ça s'est jamais fait. Sinon, apparemment, il avait vraiment de très très bonnes propositions en JUCO pour espérer faire JUCO et puis après être déclaré pour la draft NFL et puis pourquoi pas être undrafted. Enfin, bon, ça s'est pas fait, mais au final, sur le championnat français en D1, c'est un des meilleurs et c'est un joueur que vous retrouvez souvent aussi en équipe de France. Donc, vu que l'année dernière, il a joué que la moitié de saison, là, on espère que ça va aller bien pour lui, puis qu'il va pouvoir. Ça va tenir physiquement. Voilà.
Le backup, c'est Paul Durand. Pareil, je crois qu'on pourra en parler après parce qu'il a eu aussi du temps de jeu dans le match. Il a eu du temps de jeu. Il a même eu un touchdown, Paul Durand. J'ai oublié de citer le backup des Diables Rouges, c'est Adrien Roux, qui a aussi eu un peu de temps de jeu. Qui est rentré aussi, ouais. On passe aux Léopards de Rouen, là, qui ont eu aussi un gros changement, parce que l'année dernière, ils avaient un Américain, c'était Jaran Rost, et là, cette année, ils ont Nicolas Kramer. Et pareil, en backup, je vais le citer tout de suite, moi je ne le dis pas. Ils ont 2 backups, et justement, là, ils ont eu besoin, en fait, du troisième QB, quoi, en gros, parce que le premier, c'est Noah Caro, qui est un receveur. Non, qui est vraiment QB, lui. Et le troisième, justement, c'est un receveur, c'est Romain David, qui est là à jouer le match, qui ont très match difficile contre le Flash. Donc là, c'est une équipe aussi qui est totalement en reconstruction. Hein, là, les Léopards, on voit bien que là, c'est très, très difficile pour eux sur ce début de saison. Et on termine avec les Molosses d'Asnières. On a là un des quarterbacks les plus spectaculaires à suivre dans le championnat français. C'est Brodian, c'est le numéro 5. Il a 26 ans. Il est originaire de Louisville, dans le Kentucky. Son backup, c'est Nicolas Wachtosen, un receveur. Il débute sa carrière, lui, à Muskingum University, chez les Fighting Muskies. Alors, un muskie, pour ceux qui veulent savoir, c'est un poisson. Parce que le nom pourrait voir un chien, mais c'est un poisson d'eau douce d'Amérique du Nord, j'ai été vérifié. Parce que le logo de l'équipe est Muskie. J'imagine Julien en train de faire ses recherches. Non, mais qu'est-ce qu'un muskie? Non, mais j'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'équipes de Division 3, alors que ce soit en NCAA ou en NAIA, qui ont des logos mais fantastiques, mieux que les logos de Division 1. C'est franchement, et des noms. Est-ce que tu peux nous faire l'historique des muskies, du coup? Ouais, non, franchement, je suis allé vous chercher des petites infos croustillantes, parce que les noms, Muskingum University, Fighting Muskies, voilà, c'est... Ah oui, en plus, c'est des poissons d'eau douce combattants, quoi. Ah oui, voilà, donc les mecs sont des poissons agressifs, tu vois, c'est pas... Les mecs, ils ont pas choisi de prendre des piranhas ou je sais pas, des trucs de pêche qui t'arrachent un bras. Non, le poisson d'eau douce qui a rien demandé à personne. Donc non, c'est toujours fascinant d'aller voir les noms des équipes de Division 3. Moi, j'adore ça. Donc en fait, il a joué 3 ans là-bas. Il a joué 34 matchs où il lance pour plus de 6 milliards, 40 touchdowns, et comme on le voit en D1, c'est un gros coureur parce qu'il a fait 420 courses pour 1720 yards et 24 touchdowns au sol en 3 saisons. En Brodian, si vous avez pas encore regardé la saison de D1 Elite, c'est quelqu'un qui est capable de gagner 20 yards à la course sans aucun problème. Hein. C'est du Alfred double menace, grosse double menace. C'est quelque chose. Déjà l'an dernier, il avait fait un festival, mais alors cette année, il est reparti sur la même base. Et après, donc justement sur la suite de sa carrière college, en 2020, il a transféré à Ohio Northern University. Et il y joue, pareil, c'est un peu, je crois, cancel la saison 2020 là-bas. Donc, il termine sa carrière en 2021 avec 10 matchs où il lance encore pour 3 milliards, 32 touchdowns, 13 interceptions, 410 rushing yards et 5 touchdowns au sol. Qui est une équipe de Division 3 en NCAA. En 2022, il avait joué pour les Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône. J'ai plus les stats, mais il me semble que c'était une bonne saison ce qu'il fait chez les Cougars. Et en 2023, il signe avec une équipe d'IFL. Alors, attention, c'est pas Italian Football League, c'est Indoor Football League, donc une ligue, une des plus grosses ligues d'arena football aux États-Unis, avec les Sioux Fall Storm, qui est une équipe de Dakota du Sud, mais j'ai rien trouvé qui disait qu'il avait vraiment joué. Alors, est-ce qu'il a juste été... il y a beaucoup de joueurs américains qui signent pour des équipes d'arena football et qui ne finissent même pas par prendre un snap, et des fois, ils retournent juste après jouer en JFL, par exemple. C'est ce qu'on voit beaucoup. Et en 2024, justement, il signe chez les Molosses. Il lance pour 1561 yards à la passe, 20 touchdowns, 2 interceptions, 410 rushing yards, 4 touchdowns au sol. Il finit dans le top 10 des coureurs de la saison 2024. Donc pour un QB, avec tout ce qu'il y a justement en plus comme bon running back en D1, c'est quand même pas mal d'être dans le top 10 coureurs. Et il est élu MVP étranger de la saison 2024. Donc on est vraiment là sur Brodian qui est vraiment un des meilleurs QB de la D1. Quoi. Et il fait le show à chaque match.
Ah oui, lui, si vous voulez du spectacle, allez chez Ouais. les Molosses. Déjà parce que vous aurez c'est les Molosses après dans Mmh. la tête pendant toute Voilà. l'après-midi. Et ça, c'est toujours un bonheur d'avoir la chanson dans la Mmh. tête. Et Bah en plus parce que vous aurez vu Brodian jouer. Et Mmh. c'est pas mal du tout. C'est pas mal Donc, du tout. bah, j'espère que ces petites présentations vous auront plu. Bah, justement, j'ai pensé aussi au backup parce que, bah, comme partout, Ah bah, bah il y a beaucoup d'Américains. juste pour les Fighting Muskies, ça valait le coup. Hein. Ouais, non, mais voilà, non, mais c'est celui en plus que j'ai eu beaucoup d'informations parce que vraiment là sur tous les notes que j'ai pris sur tout le monde, j'ai plus de notes sur Bourdiane que n'importe qui. Mais voilà, je tiens à souligner aussi que comme partout, on espère un jour voir encore plus de Français. Et justement là, si on enchaîne là sur le match des Black Panthers et des Cougars, comme je disais à la fin du match, bah, José Tabora Junior, il a fait son match, il a fait un gros match à la passe et au sol. Donc le backup, il a du temps, c'est Charles-Ali Supric. Et Charles Supric, il lance un touchdown pour Benjamin Lemaitre, je crois, à la fin du match, et une passe fantastique. Donc voilà, on a aussi des talents français en quarterback dans la ligue, il n'y a pas de souci. Et comme partout, on espère que les Français vont se développer, quoi. Si jamais on reçoit Brodian un jour, tu me feras penser à lui parler des Muskies. Parce Ah que ouais, non, mais franchement, et puis il faut les logos, qu'on les uniformes et tout. Moi, j'adore. que- Moi, j'adore aller fouiller des équipes de Détroit, de n'importe quelle ligue aux il faut States. qu'il nous explique ça. Quoi. Tu vois, C'est des championnats passionnants. Les noms et tout. c'est fantastique. Alors, Ouais. débriefons ces trois petits matchs de la conférence Nord. Ça avait commencé avec les Léopards de Rouen. Alors, ça a été nettement moins serré dans le Nord que dans le Sud. Hein, on va pas vous le cacher. Ça a été voilà, dans le Sud, on a eu des duels vraiment accrochés. Dans le Nord, ça a été un petit peu plus des victoires un petit peu plus nettes. Les Léopards de Rouen, donc, qui s'inclinent 34-0 face au Flash de la Courneuve. Pas de grande surprise ici. Le Flash qui continue son sans faute. 3 matchs, 3 victoires. Bon, on en avait parlé avec Arthur Tuntier lors du dernier podcast. Les Léopards sont en reconstruction. Ils ont fait sans doute du mieux qu'ils pouvaient. Ils ont tenu pendant tout un quart-temps. Ils ont même forcé un fumble en tout début de match alors que un touchdown semblait tendre les bras au Flash. Mais ça a été que retarder l'échéance. Non, non, et puis bah là justement, bah, pourquoi aussi justement la reconstruction et là dans ce match-là où ils prennent 34 points, ils en mettent aucun. Ils avaient pas leur quarterback, Nicolas Kremer était blessé, il a une entorse, donc ils espèrent qu'il va revenir assez vite. Le backup que je vous ai parlé, Noah Caro, lui apparemment avait la grippe. Et donc c'est Romain David, le numéro 80, qui a joué quarterback, et apparemment donc de base c'est un receveur sur le roster. Mais que, ma foi, fait des trucs vachement intéressants à la passe, quoi. Il y a des drives intéressants à la passe. Il y a justement même aussi Romain Tuntier qu'on a reçu la semaine dernière qui fait des trucs dans le match, qui est un playmaker dans ce roster des Léopards, qui a fait quelques trucs intéressants. Mais la défense du Flash a dit non à chaque fois. Et bon, bah, quand tu es dans reconstruction et que t'es QB1, QB2 et que tu es déjà au QB3 ben, en début de saison, bon, c'est des trucs, voilà, faut s'y adapter. Donc c'est pas facile. Donc là, Ouais. C'était une longue après-midi mmh, pour nos amis de Rouen puisque le match mmh, était à 16h si je dis pas de bêtises mmh. ce samedi. Ouais, et du côté du Flash, bah, distribution, Si, il y a eu le touchdown lancé par Paul Durand. ouais, et Paul Durand pareil, oui, qui a eu du temps de jeu à la fin et qui lance son touchdown, et puis Jason Bofunda au sol, pareil, Ah oui, tout le monde a déroulé, quoi. oui, voilà, c'est ça. C'est une fois que c'est parti hein, Mmh. du côté du Flash, de Mais bon, toute voilà, qu'on peut dire aussi, bah, c'est la défense des Léopards a passé beaucoup de temps sur le terrain et bon, bah, ça fatigue quand tu peux pas avoir son attaque qui aussi fait des bons drives, quoi. c'est Manu Laurier, je crois, qui a marqué. Oui, c'est ça, c'est Manu Mmh, Laurier qui a marqué le premier touchdown du match et mmh. après On est quasiment sur ça a pas mal déroulé. le même scénario là sur le Black P Cougar, hein. Voilà. Alors le Black P Cougar, bon, on peut débriefer pendant 50 ans, mais c'est peut-être pas la peine. Non, je pense pas. Mais pareil, par pur respect pour toutes les équipes, de toute façon, et surtout pour les Cougars, de ce que je comprenais bien de ce qu'ils expliquaient les commentateurs, les Cougars sont venus avec pas mal d'absents. Enfin, justement, ils sont pas venus il y avait pas mal d'absents qui n'ont pas fait le voyage, des gens qui étaient aussi blessés. Et comme n'importe quel championnat, ben, les matchs à l'extérieur, faut aller les gagner. Et bon, ben là, quand tu viens et que t'es pas complet, déjà, ça peut te mettre une balle dans le pied.
pied. Et là, ouais, 56-0, bah, il n'y a pas eu grand-chose qui a marché durant le match en attaque. Ashley Bailey, je trouvais qu'il y avait un peu plus de, comment dire, prenait un peu d'opportunité à la passe, mais bon, au final, voilà, pas grand-chose qui a marché. Et puis, bah, pareil, la défense qui a dû fatiguer comme jamais, quoi, à prendre 56 points, mais courage, parce que faut pas non plus abandonner maintenant, hein, c'est que le début de saison. Oui, alors ça s'annonce quand même très compliqué. J'en en parlera sans doute sur The Playoff d'ici la fin de la semaine pour les Cougars, mais il y Oui, aurait voir un peu qu'est-ce qu'ils vont faire voilà. quand même pour éviter d'avoir des matchs qui ne ressemblent qu'à ça, quoi. Ça, c'est une saison qui s'annonce vraiment très 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 compliquée du côté de Saint-Ouen-le-Mône. Pour les Black Panthers, on peut leur louer cette régularité puisqu'ils ont mis 28 points dans la première mi-temps, 28 points dans la deuxième. Bravo les Black Pay, c'était pas facile à faire. Comme dirait Gaël Chani-Cagnan, que je salue dans son Weekly Huddle, ça fait plus d'1 point par minute. Bon, quand on compte comme ça, c'est sûr que ça fait mal. Ouais. Non, et puis là, ouais, pareil, Black Bay qui a mis les 2 premières semaines, il prenait un peu la température de la saison, pareil, et puis a retrouvé des connexions pour. C'est bien parce que eux, offensivement, ils ont pu répéter un peu, quoi. Ouais, c'est ça. C'était un genre bonne répétition, vraiment l'attaque des Black Bay qui était bien efficace l'année dernière, et puis même un énorme Adel Bavdil dans toutes les phases du jeu, un gros Odell Turnbull, Benjamin Olmed aussi qui casse le ballon, et puis comme je dis à la fin. Suppré que le backup qui fait quelque chose de bien, quoi. Donc ça leur permet d'avoir un match où ils se lancent bien, et donc la semaine prochaine les Black P ils jouent contre les Léopards. Donc ils vont enchaîner là deux matchs contre des équipes les plus faibles de la conférence. Ça va peut-être justement leur permettre de bien se lancer offensivement, de répéter les gros trucs, et puis après début mars on a un match chez les Molosses. Tout à fait. Les Molosses, justement, Danière, qui ont rebondi après leur défaite lors de la semaine 2 face au Flash. C'est une victoire face au Diable Rouge de Villepinte, 33-7. Alors une victoire qui s'est dessinée surtout en fin de première mi-temps. Ils étaient menés 7-6 et ils sont passés à 21-7 juste avant la pause. Un Brodian qui encore une fois a été très bon, que ce soit à la passe ou à la course. Un Blanchard Mboukou qui a ouvert son compteur touchdown dans cette saison avant d'être exclu. Alors je vous renvoie à la vidéo de notre ami Waik qu'il a fait sur Instagram pour expliquer un petit peu cette exclusion de Blanchard Mboukou. C'est parti en bagarre générale en fait, en fin de première période entre les Molosses et les Diables Rouges. Blanchard Mboukou a été selon les arbitres aurait lancé son casque. Bon, visiblement, les images prouvent qu'il est juste rentré sur le terrain sans casque. Enfin bref, la commission de discipline va trancher de toute façon sur ce. J'ai rien vu de tout ça parce que, comme vous le savez, je fais les highlights là pour la Fédé. Donc globalement, moi, mon sur le week-end, en fait, je regarde 3 matchs et je m'occupe de 3 highlights. Donc la moitié des matchs, je fais la highlights. Donc ceux-là, je les vois en entier. Et par rapport à mon emploi du temps personnel, surtout en ce moment, j'ai pas le temps de voir les 3 autres les autres matchs en full. Donc je regarde justement, je profite de pouvoir au moins les suivre en highlights et puis après d'aller checker quelques trucs en replay. Donc juste pour de mon point de vue, je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Je peux pas du tout intervenir sur ce sujet, quoi. Mais vous irez voir la vidéo de Waik sur Instagram, il vous explique très bien comment tout ça s'est passé. Ça va pas trop impacter et puis que ça va vite être normalement, je pense que la commission de discipline va trancher. En tout cas, une victoire des Molosses plutôt nette, 33-7, qui remet une nouvelle fois ces Molosses qu'on sent quand même assez dangereux dans cette saison 2025. Oui, ils sont de plus en plus agressifs justement match après match. Dans le bon sens du terme, parce que alors oui, alors là, je ne fais aucun jeu de mots par rapport à ce qui s'est passé, mais non, parce que quand ça touche les Molosses, après, c'est pas. J'adore les équipes qui ont un logo quoi, de chien méchant et tout, et puis le terme Molosse. Enfin, c'est juste le jeu de mots par rapport au nombre d'équipes, voilà. Il y a beaucoup d'équipes en. Il y en a qui ont des poissons d'eau douce. Il y a des poissons, mais il y a beaucoup d'équipes qui ont des molosses, des bulldogs, des chiens méchants, donc voilà. Mais pareil, du côté des Diables Rouges, on avait un DB, un de leurs meilleurs DB qui était absent, c'est Widmel Pétion, qui est un joueur qui l'année dernière a joué 5 matchs chez les Prague Lions en ELF, qui avait fait 17 plaquages et une interception et 4 passes défendues, qui a fait des trucs intéressants justement un peu avec les Prague Lions. Donc voilà, un joueur quand même de bon calibre, hein, on va pas en ELF pour rien.
Mais sinon, globalement, les Diables Rouges, là, c'était quand même le premier gros test contre une des équipes de la Ligue, justement, qui déroule en attaque. Et là, il y a quand même eu des difficultés. Donc, c'est pas non plus choquant pour une équipe qui monte d'avoir ce bilan-là. Enfin, c'est sur un début de saison. À voir justement au match retour comment ils se prépareront peut-être mieux pour le match comme ça. Et puis justement d'avoir peut-être de pas avoir d'absent en défense, mais aussi de corriger un peu les problèmes de l'attaque. Parce qu'il y a quand même des bonnes choses, comme je dis, dans le jeu aérien avec Badizarami et même au sol avec Meryl Zero. Et Après, Badis là, a été benché ouais, dans le troisième ouais, quart-temps. oui, Je crois, si ça, je dis pas ouais, de bêtises. oui. Bon, voilà, il y a eu on en discutera dans l'interview avec lui. Est-ce que c'est un choix du coach pour tenter peut-être d'insuffler une nouvelle dynamique en attaque quand ils étaient menés de 14 points? Bon, Oui. là, ça n'a pas porté ses fruits. Parce que je pense que tout ça peu importe, on va dire les ligues. Moi, j'aime bien donner du temps aux quarterbacks, surtout quand ils viennent fraîchement de débarquer dans une équipe, encore plus quand elle monte d'une division. Donc, globalement, je serais pour largement laisser du temps à Badis de se développer cette saison avec les Diables Rouges, quoi. À moins vraiment, bon, quand si tu dis, il y a une répétition match après match et ça se dégrade, mais en aucun cas, là, justement, comme je disais avant, c'est une équipe qui est promue de D2 qui joue quand même les molosses. Il y a pas de quoi trop s'inquiéter, quoi. Ouais, puisqu'on en est à parler des Diables Rouges, je fais aussi la promo une nouvelle fois pour notre ami Waik sur Instagram qui a fait une interview de Kevin Mamba. Donc Faut que n'hésitez j'aille la pas à voir. aller regarder cette vidéo où Kevin Mamba, qui fait donc partie du coaching staff des Diables Rouges et qui est le tight end des Paris Musketeers, explique un petit peu le début de saison. Et comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, on aura Badis Grammy en interview pour jeudi. Ça, ce sera à suivre sur The Playoff. Le programme de la semaine prochaine, mon cher Julien, enfin de la semaine prochaine de ce week-end, hein, puisque les matchs se déroulent Ouais. ce week-end. Dans la conférence Nord, le Flash de la Courneuve reçoit les Diables Rouges. Ce sera à suivre, un duel du 93 entre la Courneuve et Villepinte. Les Black Panthers de Thonon-les-Bains qui reçoivent les Léopards de Rouen. Tout ça, c'est samedi soir. Dimanche, les Cougars de Saint-Ouen recevront les Molosses d'Asnières-sur-Seine dans la conférence Sud. Maintenant, toujours, on va commencer par samedi. Dans cette soirée de samedi, nous aurons donc les Ours de Toulouse face aux Grizzlies catalans, les Blue Stars de Marseille face aux Dauphins de Nice et dimanche, les Iron Masks de Cannes face aux Argonautes d'Aix-en-Provence. Voilà pour le petit programme. Juste avant de refermer cet épisode de Tailgate, je voulais remercier et saluer amicalement tous ceux qui, en France, contribuent à la diffusion et des informations autour de la D1 Elite. Alors, je vais pas tous les citer parce que sinon, si j'en oublie un, après, on va me le reprocher. Mais on salue déjà la plateforme 3FA TV qui permet de voir tous les matchs gratuitement, on le rappelle, et ça, c'est une très bonne chose. Te saluer, toi, Julien, et tes collègues qui font les résumés, parce que ça aussi, sur la chaîne YouTube, c'est quand même super sympa d'avoir week-end, des là, résumés. on charbonne pour vous donner les highlights à temps travail, hein. et au moins au maximum à chaque fois le dimanche ou le lundi et au maximum le lundi vous avez les highlights et là justement quand on est sur deux week-ends qui s'enchaînent de matchs, on essaye de vous donner les highlights à temps. Pouvoir voir ces matchs en résumé de 10 minutes gratuitement sur YouTube, c'est vrai que c'est toujours intéressant. Saluer également Brice Jacques, Jack TV, les copains de l'After Foot US aussi. Si vous connaissez pas, allez sur Instagram, vous tapez After Foot US, vous trouverez leur émission qui est vraiment très très bien faite. Bref, tous ceux qui font vivre ce foot américain, on a eu la chance nous avec The Playoff d'être invités pendant la soirée Super Bowl par les Mousquetaires de Paris pour parler justement du développement du foot US en France. Et c'est vrai qu'on se rend compte que c'est quand même un sport qui prend de l'ampleur, et c'est aussi grâce à toutes ces personnes qui conglomérées les unes aux autres. Alors je peux citer Gaël Chenikanian, je peux citer Mathieu Van Boel, enfin bref, Waik évidemment, on pourrait tous les citer, et c'est grâce
Voilà, le playoff aussi. Je vous cite. Voilà, ouais. Non mais on essaye d'apporter aussi notre pierre à l'édifice, mais c'est vrai que en travaillant tous ensemble, bah, ça permet à ce sport de se développer, ce sport qu'on aime, et c'est plutôt une bonne chose. La petite galaxie football américain en France se développe, deviendra sûrement une grosse galaxie un jour. Hein. Voilà, Ça prend oui. chaque année est une année de plus, ça va dans le bon sens. C'est justement, bravo aussi aux gens qui commentent les matchs. Oui. Parce que là, je regarde beaucoup les matchs et puis justement, je veux aussi souligner justement le taf que font les commentateurs, qui sont des gens souvent proches des clubs ou des anciens joueurs et qui apportent des informations, des riches informations. Justement, si vous voulez découvrir les matchs de D1, les commentateurs vous parlent souvent très bien du parcours de ces gens-là et de leurs exploits. Donc bravo à tout le monde. Et Tout le monde. pour le foot US, non pas la D1, mais pour le foot US, on se retrouve pour un épisode de NFL où on débriefera la saison 2024. Est-ce que ça a été une saison décevante? Ce sera le thème du podcast NFL qui sortira jeudi matin sur The Playoff. Je serai avec Yaya, je serai avec Seb, je serai avec Vince et je serai avec Jordan. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci encore à Leonardo et aux Ours de Toulouse de nous avoir permis d'avoir un joueur avec nous pendant ce podcast. On se dit à très vite, à la semaine prochaine, Julien, pour débriefer la 4e semaine de cette D1. Salut tout le monde. Salut tout le monde.